Bonjour, on va reprendre avec le chapitre 8 du Joueur de Dostoïevski. À la promenade, comme on dit ici, c'est-à-dire dans l'allée de châtaigniers, j'ai rencontré mon Anglais. Oh oh, a-t-il commencé en m'apercevant. Je vais chez vous et vous venez chez moi. Ainsi, vous avez quitté vos amis? Dites-moi tout d'abord, comment vous êtes au courant de tout cela? Lui demandai-je, étonné. Tout le monde le sait donc? Oh non, pas tout le monde. Cela n'en vaut pas la peine. Personne n'en parle. Alors comment le savez-vous? Je le sais, ou plutôt j'ai eu l'occasion de l'apprendre. Où irez-vous maintenant? J'ai de l'amitié pour vous, et c'est pourquoi je me rendais chez vous. Vous êtes un brave homme, monsieur Astley, lui dis-je. J'étais stupéfait. Comment était-il renseigné? Et comme je n'ai pas encore pris mon café, et que vous avez sans doute mal déjeuné, allons au casino. Nous fumerons, je vous raconterai tout, et vous aurez aussi quelque chose à me raconter. Le café était à 100 pas. On nous servit, nous nous installâmes confortablement, j'allumai une cigarette. Monsieur Astley ne fumait pas et, les yeux fixés sur moi, s'apprêtait à m'écouter. Je ne vais nulle part, je reste ici, commençai-je. J'étais persuadé que vous resteriez, me dit monsieur Astley d'un ton approbateur. En me rendant chez monsieur Astley, je n'avais nullement l'intention de lui parler de mon amour pour Paulina. Je voulais même éviter ce sujet. Tous ces jours derniers, je ne lui en avais, pour ainsi dire, pas soufflé mot. De plus, il était fort timide. J'avais tout de suite remarqué que Paulina lui faisait une forte impression, mais jamais il ne prononçait son nom. Chose étrange, dès qu'il se fut assis et qu'il eut fixé sur moi ce regard morne et insistant, il me vint, Dieu sait pourquoi, l'envie de lui raconter tout, c'est-à-dire tout mon amour avec toutes ses nuances. Je parlais pendant une demi-heure entière et cela me fit un bien extraordinaire. C'était la première fois que je m'ouvrais de ceci à quelqu'un. Ayant remarqué qu'il se troublait au passage particulièrement brûlant, j'augmentais intentionnellement l'ardeur de mon récit. Il y a une chose dont je me repens. J'ai peut-être trop parlé du français. Monsieur Astley m'écoutait, assis en face de moi, immobile, sans proférer une parole ni un son, ses yeux fixés sur les miens. Mais lorsque je fis allusion au français, il m'arrêta brusquement et me demanda d'un ton sévère si j'avais le droit de mentionner cette circonstance accessoire. Monsieur Astley a toujours une façon très étrange de poser des questions. Vous avez raison, je crains que non, lui répondis-je. Sur ce marquis et Miss Paulina, vous ne pouvez rien dire de précis, en dehors de simples suppositions. Non, rien de précis, bien sûr, répondis-je. S'il en est ainsi, vous avez eu tort non seulement de me parler de cela, mais même d'y penser. Bon, j'en conviens, mais il ne s'agit pas de cela pour l'instant, l'interrompis-je, m'étonnant à part moi. Sur ce, je lui racontai toute l'histoire d'hier, dans tous ses détails, l'incartade de Paulina, mon aventure du général, mon aventure avec le baron, mon renvoi, l'extraordinaire poltronnerie du général, et enfin, je lui narrai par le menu la visite de Desgrieux. En conclusion, je lui montrai le billet. Qu'en pensez-vous? Lui demandai-je. Je suis venu précisément pour vous demander votre opinion. En ce qui me concerne, je tuerais volontiers ce petit Godelureau de français, et peut-être le ferais-je. Moi aussi, dit M. Astley. Pour ce qui est de Miss Paulina, vous savez que nous entrons en relation même avec des gens que nous exécrons, si la nécessité nous y conduit. Il peut y avoir des rapports que vous ignorez, dépendant de circonstances accessoires. Je crois que vous pouvez vous tranquilliser, en partie bien entendu. Quant à son geste d'hier, il est évidemment étrange. Non parce qu'elle a voulu se défaire de vous en vous envoyant sous la canne du baron, je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi il ne l'a pas employé puisqu'il l'avait à la main, mais parce qu'une incartade de cette sorte est indécente pour une jeune fille aussi remarquable. Évidemment,
Elle ne pouvait supposer que vous exécuteriez à la lettre ce souhait malicieux. Savez-vous, m'écriai-je soudain, en regardant avec attention M. Astley, j'ai l'impression que vous avez déjà entendu parler de tout cela. Savez-vous par qui? Par Miss Paulina elle-même? M. Astley me regarda avec étonnement. Vos yeux brillent et j'y lis la suspicion, fit-il en retrouvant aussitôt son calme. Vous n'avez pas le moindre droit de laisser voir vos soupçons. Je ne peux vous reconnaître ce droit et je refuse formellement de répondre à votre question. Bien, passons. D'ailleurs, c'est inutile, m'écriai-je, singulièrement agité et ne comprenant pas pourquoi cela m'était venu à l'esprit. Et quand, où, comment M. Astley aurait-il été choisi par Paulina comme confident? Ces derniers temps, d'ailleurs, j'avais un peu perdu de vue M. Astley. Quant à Paulina, elle avait toujours été pour moi une énigme. À tel point que, maintenant, par exemple, décidé à raconter à M. Astley toute l'histoire de mon amour, j'étais surpris au moment d'aborder mon récit de ne pouvoir presque rien dire de précis et de positif sur mes relations avec elle. Au contraire, tout était fantastique, étrange, inconsistant et ne ressemblait à rien. C'est bon, j'ai perdu le fil et il y a encore beaucoup de choses auxquelles je ne suis pas en état de réfléchir, répondis-je, presque haletant. Au reste, vous êtes un brave homme. Passons maintenant à un autre sujet. Je vais vous demander non un conseil, mais votre opinion. Je me tus un instant et repris. À votre avis, pourquoi le général a-t-il eu tellement peur? Pourquoi ont-ils fait tout un drame de mon ridicule enfantillage? Au point que Desgrieux lui-même a jugé indispensable d'intervenir, et il n'intervient que dans les circonstances les plus graves. Il est venu me voir, mais oui, m'a prié, supplié, lui, Desgrieux. Enfin, notez-le bien, il est venu un peu avant 9 heures, et le billet de Miss Paulina était déjà entre ses mains. Quand a-t-il été écrit? On peut se le demander. Peut-être ont-ils réveillé Miss Paulina tout exprès? Outre que j'en conclus que Miss Paulina est son esclave, puisqu'elle me demande pardon à moi. Outre cela, qu'a-t-elle à faire dans tout cela, elle personnellement? Pourquoi y prend-elle autant d'intérêt? Pourquoi ont-ils eu peur du premier baron venu? Et qu'est-ce que cela peut faire que le général épouse mademoiselle Blanche de Comminges? Ils disent qu'il leur faut se tenir de façon particulière en raison de cette circonstance, mais c'est par trop particulier, convenez-en. Qu'en pensez-vous? Je vois à vos yeux que là aussi, vous en savez plus que moi. Monsieur Astley sourit et hocha la tête. Oui, je crois réellement que sur ce sujet aussi, j'en sais beaucoup plus que vous, me dit-il. Toute l'affaire ne concerne que mademoiselle Blanche et je suis convaincu que c'est l'absolue vérité. Que vient faire ici mademoiselle Blanche? M'écriai-je, impatienté. J'avais brusquement espéré découvrir quelque chose sur mademoiselle Paulina. Je crois que mademoiselle Blanche a en ce moment un intérêt particulier à éviter de toute manière une rencontre avec le baron et la baronne. À plus forte raison, une rencontre désagréable et, qui pis est, scandaleuse. Allons donc. Mademoiselle Blanche était déjà ici, à Roultenbourg, il y a 2 ans, pendant la saison. Je m'y trouvais également. Elle ne s'appelait pas alors mademoiselle de Comminges et sa mère, madame veuve Comminges, n'existait pas à l'époque. Du moins, il n'était pas question d'elle. Desgrieux n'était pas là non plus. J'ai la conviction intime que non seulement ils ne sont pas parents, mais ne se connaissent que depuis fort peu de temps. Desgrieux n'est marquis que de fraîche date, une circonstance m'en donne la certitude. On peut même supposer qu'il n'y a pas longtemps qu'il se fait appeler Desgrieux. Je connais ici quelqu'un qui l'a rencontré sous un autre nom. Pourtant, il possède réellement un cercle de relations solides. Oh, cela se peut bien. Mademoiselle Blanche elle-même peut avoir des relations. Mais il y a 2 ans, mademoiselle Blanche, sur les plaintes de cette même baronne, fut invitée par la police à quitter la ville, ce qu'elle fit. Comment cela? Elle s'était montrée tout d'abord ici en compagnie d'un Italien, un prince au nom historique,
Barberini, ou quelque chose d'approchant, un homme couvert de bagues et de diamants authentiques. Il se promenait dans un mirifique équipage. Mademoiselle Blanche jouait aux 30 et 40, elle gagna tout d'abord, puis la chance tourna, autant que je me souvienne. Je me rappelle qu'un soir, elle perdit une somme fabuleuse. Mais le pire fut qu'un beau matin, son prince disparut, on ne sait où, les chevaux, l'équipage, tout disparut. Elle devait des sommes énormes à l'hôtel. Mademoiselle Selma de Barberini, elle s'était brusquement transformée en Mademoiselle Selma, était au sommet du désespoir. Elle sanglotait et poussait des clameurs dans tout l'hôtel et dans sa fureur déchirait sa robe. Il y avait alors à l'hôtel un comte polonais, tous les Polonais en voyage sont comtes, et Mademoiselle Selma, déchirant ses vêtements et s'égratignant le visage comme une chatte avec ses jolies mains blanches et parfumées, lui fit une certaine impression. Ils eurent un entretien et, pour le dîner, elle était consolée. Le soir, elle parut à son bras au casino. Mademoiselle Selma riait tout haut selon son habitude et montrait un peu plus de laisser-aller dans ses manières. Elle se rangea aussitôt dans cette catégorie de dames habituées de la roulette qui, en se frayant un chemin vers la table, repoussent un joueur de l'épaule pour se faire une place. C'est un chic particulier aux dames d'ici. Vous l'avez sans doute remarqué ? Oh oui. Cela n'en vaut même pas la peine. Au grand dépit du public comme il faut, on les supporte ici. Du moins celles qui changent chaque jour des billets de 1000 francs. Mais dès qu'elles cessent de changer des billets de 1000 francs, on les prie de s'éloigner. Mademoiselle Selma continua d'en changer. Mais elle fut encore plus malheureuse au jeu. Notez que, très souvent, ces dames ont de la chance au jeu. Elles ont une extraordinaire maîtrise d'elles-mêmes. D'ailleurs, mon histoire est finie. Un jour, le comte disparut, tout comme le prince. Mademoiselle Selma vint jouer seule le soir. Cette fois, personne ne se présenta pour lui offrir le bras. En 2 jours, elle avait perdu tout ce qu'elle possédait. Lorsqu'elle eut risqué et perdu son dernier louis d'or, elle regarda autour d'elle et aperçut à ses côtés le baron Vumerelm, qui la considérait attentivement et d'un air profondément indigné. Mais mademoiselle Selma ne distingua pas l'indignation et, s'adressant au baron avec un sourire sans équivoque, le pria de mettre pour elle 10 louis d'or sur le rouge. À la suite de quoi, sur une plainte de la baronne, elle fut invitée à ne plus se montrer au casino. Si vous êtes étonné que je connaisse tous ces détails mesquins et parfaitement inconvenants, sachez que je les tiens de M. Fieder, un parent à moi, qui le soir même emmena mademoiselle Selma à Spa dans sa calèche. Comprenez maintenant, mademoiselle Blanche veut être générale, sans doute pour ne plus recevoir à l'avenir d'invitations semblables. Elle ne joue plus, mais c'est parce qu'elle a maintenant, selon tous les indices, un capital qu'elle prête aux joueurs d'ici contre intérêt. C'est beaucoup plus prudent. Je soupçonne même que le malheureux général est au nombre de ses débiteurs. Peut-être Desgrieux lui doit-il aussi de l'argent, à moins qu'il ne soit son associé. Convenez qu'au moins, jusqu'au mariage, elle ne souhaite pas attirer sur elle l'attention du baron et de la baronne. En un mot, c'est un scandale qui peut lui faire le plus de tort dans la situation où elle se trouve. Vous êtes attaché à leur maison et vos actes peuvent provoquer un scandale, d'autant plus qu'elle se montre chaque jour en public au bras du général de Miss Paulina. Vous y êtes maintenant ? Non, je n'y suis pas, m'écriai-je en frappant si violemment sur la table que le garçon accourut effrayé. Dites-moi, monsieur Astley, repris-je dans un transport de fureur, si vous connaissiez déjà toute cette histoire et saviez donc parfaitement qui était mademoiselle Blanche de Comminges, comment se fait-il que vous ne nous ayez pas mis en garde, moi le général, et surtout Miss Paulina, qui se montre ici au casino en public, au bras de mademoiselle Blanche? Est-ce possible ? Je ne pouvais vous mettre en garde parce que vous ne pouviez rien faire, répondit tranquillement M. Astley. Et d'ailleurs, vous mettre en garde contre quoi ? Le général en sait peut-être plus long que moi sur mademoiselle Blanche,
et cela ne m'empêche pas de se promener avec elle et avec Miss Paulina. Le général est un homme malchanceux. J'ai vu hier Mademoiselle Blanche galoper sur un cheval magnifique en compagnie de Monsieur des Grieux et de ce petit prince russe, et le général les suivait sur un alezan. Le matin, il s'était plaint d'avoir mal aux jambes, et pourtant il se tenait fort bien en selle. À cet instant précis, il m'est venu brusquement à l'idée que c'était un homme définitivement perdu. Au reste, tout cela ne me regarde pas, et il n'y a que peu de temps que j'ai eu l'honneur de faire la connaissance de Miss Paulina. Au surplus, reprit soudainement M. Astley, je vous ai déjà dit que je ne pouvais vous reconnaître le droit de me poser certaines questions, bien que j'ai pour vous une amitié sincère. En voilà assez, dis-je en me levant. Maintenant, je vois clairement que Miss Paulina, elle aussi, sait à quoi s'en tenir sur Mademoiselle Blanche, mais qu'elle ne peut se séparer de son français et que c'est pour cela qu'elle accepte de se promener avec elle. Soyez certain qu'aucune autre influence ne la forcerait à se promener avec Mademoiselle Blanche et à me supplier dans un billet de ne pas toucher au baron. C'est là précisément qu'intervient cette influence devant laquelle tout s'incline, et pourtant c'est bien elle qui m'a lancé sur le baron. Diantre, c'est à n'y rien comprendre. Vous oubliez, primo, que cette mademoiselle de Comminges est la fiancée du général, et secondo, que Miss Paulina, belle-fille du général, a un frère et une sœur plus jeunes, enfants du général, complètement délaissés par cet insensé et sans doute ruinés. Oui, oui, c'est exact. Quitter ses enfants équivaut à les abandonner complètement. Rester, c'est défendre leurs intérêts et peut-être sauver quelques miettes de leur fortune. Oui, oui, tout cela est vrai, mais pourtant, je ne comprends pas, ils s'intéressent tous tant maintenant à la grand-mère. À qui demanda M. Astley. À cette vieille sorcière de Moscou qui ne se décide pas à mourir. Ils attendent le télégramme qui annoncera son décès. Bien sûr, tout l'intérêt est concentré sur elle. Tout dépend de la succession. La succession ouverte, le général se marie, Miss Paulina aussi a les mains libres, et des Grieux... Quoi, des Grieux? Des Grieux sera remboursé, c'est tout ce qu'il attend. Vous croyez que c'est tout ce qu'il attend? Je n'en sais pas plus, dit M. Astley, qui s'enferma dans un silence obstiné. Et moi, je sais, répétai-je furibond. Il attend aussi l'héritage, car Paulina recevra une dot, et dès qu'elle aura reçu, se jettera à son cou. Toutes les femmes sont pareilles. Les plus fières deviennent les esclaves les plus viles. Paulina ne peut aimer qu'avec passion, voilà tout. Voici mon opinion. Regardez-la, surtout quand elle est assise, seule et pensive. Elle semble prédestinée, condamnée, maudite, vouée à toutes les horreurs de la vie et de la passion. Elle... Mais qui m'appelle? L'exclamai-je soudain. Qui crie? J'ai entendu crier en russe Alexis Ivanovitch. C'est une voix de femme, écoutez. À ce moment, nous approchions de notre hôtel. Il y avait longtemps que nous avions quitté le café, presque sans nous en apercevoir. J'ai entendu une femme crier, mais je ne sais qui elle appelait. Elle parlait russe. Maintenant, je vois d'où cela vient, dit M. Astley en tendant la main. C'est cette femme, assise dans un grand fauteuil, et que tous ses valets viennent de transporter sur la terrasse. On porte des valises derrière elle, c'est donc que le train vient d'arriver. Mais pourquoi m'appelle-t-elle? Elle recommence à crier. Voyez, elle nous fait des signes. Je vous dis, monsieur, je vois, monsieur Astley, dit M. Astley. Alexis Ivanovitch, Alexis Ivanovitch. Oh mon Dieu, quel imbécile! Ces exclamations, prononcées d'une voix perçante, nous parvenaient de la terrasse de l'hôtel. Nous courûmes presque jusqu'au perron. Je gravis le palier, les bras m'en tombèrent de stupeur et mes pieds furent cloués au sol.